Je suis religieux jésuite et en même temps chercheur au CNRS en économie, membre de l'école d'économie de Paris, du CERAS, qui est un laboratoire de recherche jésuite en France, et professeur associé à l'ESCP Europe, qui est une école de commerce parisienne. Il y a, à mon sens, l'action politique qu'il faut absolument revaloriser. Ça veut dire que chacun se réintéresse de nouveau à l'action politique, croit que ce n'est pas parce qu'une partie de nos politiciens sont autistes que la vie politique comme telle n'est pas importante, parce qu'il y a une impulsion politique à lancer pour que nous puissions, à la fois au niveau de l'offre et de la demande, assurer une transition écologique vers une société décarbonée. Ça veut dire aujourd'hui restructurer les dettes des pays européens en grande difficulté, nationaliser les banques qui vont faire faillite, mettre en place un protectionnisme européen intelligent qui pénaliserait les produits importés du Sud qui sont produits dans des conditions écologiquement catastrophiques et où dont la consommation est écologiquement catastrophique. Voyez, et qui pénaliserait également les produits qui sont produits dans des conditions qui sont considérées comme indécentes par le Bureau international du travail. Alors, ce protectionnisme européen, social et écologique, nous permettrait d'amorcer une transition écologique qui serait rendue possible par une revalorisation des salaires, donc exactement le contraire de ce qu'on met en place aujourd'hui, les plans d'austérité, et qui serait également rendue possible par un grand plan industriel, agricole, écologique, qui pourrait être amorcé au niveau européen, financé par la Banque centrale européenne, par la planche à billets. Ça veut dire revaloriser complètement le réseau ferroviaire, de manière à remplacer petit à petit la voiture par le train. Ça veut dire habiller la totalité du logement, de manière qu'on ait des logements qui soient très peu consommateurs d'énergie, en particulier le logement social. Ça veut dire installer des pièges à carbone dans les usines à charbon, substituer des énergies renouvelables au nucléaire, etc. Bon. Ce plan-là, il existe, il est possible, on peut le mettre en œuvre, il faut trouver les moyens de le financer, et ça, c'est possible à condition de réformer complètement le traité de Maastricht et d'autoriser la Banque centrale européenne à le financer. Je pense qu'il faut qu'on abandonne l'idée que les marchés peuvent tout réguler, parce que ce n'est pas vrai. Du coup, si on met en place un protectionnisme intelligent, raisonné, ça veut dire qu'il faut apprendre à négocier avec nos partenaires du Sud, plutôt que de vouloir se faire une guerre commerciale. Ça veut dire garder un certain nombre de produits qui sont vitaux pour les économies du Sud, et qui sont importants pour nous, par exemple le café, le chocolat, le cacao. Et puis pour un certain nombre d'autres produits, négocier avec les pays du Sud pour leur faire comprendre que leur intérêt à eux, c'est de produire pour eux. Ça veut dire qu'il faut qu'ils revalorisent leurs demandes internes, et puis nous, réapprendre à produire pour nous, en particulier au niveau agricole. Ça veut dire, du coup, arrêter de mettre en concurrence des agriculteurs américains qui sont ultra subventionnés par les autorités politiques américaines avec des agriculteurs africains, mais permettre aux uns de produire pour les citoyens américains et aux Africains de produire pour les citoyens africains. En Europe, ça veut dire en particulier mettre en place un type d'agriculture complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, en particulier une polyagriculture autour des petits centres urbains très denses, avec un réseau de transport urbain très dense, de manière à affronter la crise énergétique que nous allons avoir et que nous avons déjà liée à l'explosion du prix du pétrole. Alors ça veut dire une réorganisation complète de l'aménagement du territoire en France et aussi de l'agriculture française et européenne, une polyagriculture donc décarbonée avec beaucoup plus de main-d'œuvre que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup moins de mécanisation, beaucoup moins d'engrais, parce que les engrais c'est de la chimie et donc c'est du pétrole, et beaucoup moins de pesticides, de manière à respecter de nouveau la nature, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui. Pas tant à cause du coût du fret maritime, parce que finalement les bateaux, ça consomme tellement peu de pétrole qu'il faudrait que l'essence soit très chère pour que le bateau lui-même devienne hors de prix, mais à cause du fait qu'il faut un camion pour transporter ce dont on a besoin du grand port, par exemple de Port-de-Bouc, à côté de Marseille, jusqu'à la grande surface parisienne. Voyez, et ça, on ne sait pas faire de camions qui ne marchent pas à essence et qui puissent transporter rapidement des gros volumes. Donc ça veut dire que pour longtemps,
on est condamné à trouver d'autres solutions, du ferroutage par exemple, hein, c'est-à-dire mettre les camions dans les trains, mais ce qui veut dire très certainement aussi une augmentation massive du coût des biens importés du Sud. Il faut arrêter de croire que c'est le marché qui va fixer ces prix-là et entrer dans des négociations politiques entre les producteurs qui ont absolument besoin de notre marché, qui ne peuvent pas se reconvertir vers un marché local, et les consommateurs du Nord que nous sommes. Je pense qu'avec la Chine, aujourd'hui, la négociation elle doit être politique et certainement pas économique. Parce que la Chine a très bien compris que son avenir, c'est la revalorisation de son propre marché intérieur. Elle est entrée déjà dans le processus de déglobalisation. Elle essaye déjà aujourd'hui de remplacer une partie de ses importations par de la production pour son marché intérieur, ce qui veut dire revaloriser les salaires chinois. Et donc, le travail que fait la Chine aujourd'hui va certainement être relayé par tous les pays émergents, puis par l'ensemble des pays du Sud, c'est-à-dire une régionalisation du commerce mondial. Et donc nous, pour que nous puissions vivre là-dedans, il faut qu'on entame des négociations. L'Europe représente le marché le plus riche de la planète, donc tout le monde a besoin de nous, contrairement à ce que nous croyons, et nous pouvons négocier, à condition de le faire intelligemment. En fait, on se rend compte aujourd'hui que le cours des matières premières n'est plus dicté en grande partie sur les marchés par l'offre et la demande réelle de matières premières, mais par des mouvements de capitaux sur les marchés dérivés financiers sur les matières premières. C'est particulièrement net pour le pétrole, mais c'est en partie vrai aussi pour les matières agricoles. Une grande partie des mouvements des capitaux qui interviennent sur les marchés dérivés sur le pétrole, notamment, mais aussi sur les matières premières, sont de nature spéculative. Alors là-dessus, il n'y a pas de 36 000 solutions, il faut absolument réglementer de manière drastique les marchés dérivés sur les matières premières, de manière à les sanctuariser par rapport à la finance. Il est absolument irresponsable de laisser une poignée d'investisseurs richissimes et une poignée de traders irresponsables manipuler les cours du pétrole, du gaz, de l'énergie en général, des matières agricoles, des matières premières en général, pour des motifs simplement spéculatifs. Je pense qu'il y a toute une partie des investisseurs financiers qui ne sont absolument pas conscients ou qui ne veulent pas devenir conscients du fait que jouer et spéculer sur les matières agricoles, c'est courir le risque de condamner à la famine des millions de gens. Il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs formes de capitalisme, il n'y en a pas qu'une seule. Nous sommes aujourd'hui victimes d'une forme très spécifique qui est la forme, disons, on pourrait dire, actionnariale, financiarisée anglo-saxonne. C'est-à-dire que nous vivons dans l'illusion que la raison d'être d'une entreprise, c'est de produire des dividendes pour les actionnaires et que sinon, elle n'a pas d'autre destin dans l'économie. Je crois que ce n'est pas vrai du tout et que c'est là-dessus qu'il faut travailler, à la fois chacun individuellement et collectivement, pour comprendre qu'une entreprise, c'est, disons, une communauté de destin, de gens qui travaillent ensemble et qui sont appelés à produire du lien social. Bon. Et donc, on pourrait dire, l'activité économique dans un capitalisme réformé, elle devrait avoir comme objectif de maximiser la capacité relationnelle de chacun à l'intérieur des deux contraintes qui nous sont données, en haut par la contrainte écologique et énergétique, en bas par la dignité minimale de chacun. Là, il s'agirait de dire ce qui fonde la valeur économique, c'est la qualité des relations humaines qui sont mises en œuvre à travers la production et la consommation. Alors par exemple, quand j'achète du café commerce équitable, je regarde l'histoire du producteur colombien qui a produit ce café et peut-être que d'ici quelques années, je connaîtrai même le prénom des enfants de ce producteur colombien. D'une certaine manière, on est en train de retisser du lien social et on est en train de dire aux consommateurs, à travers le café que vous achetez, vous entrez en relation. La question, le plus important, c'est la relation. Ce n'est pas tellement, en fait, finalement, le café. Alors c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui de valoriser. Et la grande question économique aujourd'hui, je crois, c'est comment trouver un équivalent monétaire à la qualité du tissu social que rend possible la production et la consommation d'un bien. Alors je crois que c'est fondamental, c'est-à-dire il faut comprendre qu'aujourd'hui l'économie telle que nous la concevons de manière conventionnelle est une économie extrêmement violente. On peut prendre un exemple tout simple, c'est l'indicateur, le PIB, le produit intérieur brut, en fait a été construit dans les années 30 en Europe et en particulier en France pour mesurer la capacité d'une économie à entrer en guerre. Vous voyez ? Donc en fait, à travers le PIB, on reste encore enfermé dans une image de l'économie comme étant un instrument au service, disons, de l'ambition guerrière d'un pays. Je crois qu'il faut changer complètement de point de vue et comprendre que l'économie, ça doit être au service des relations humaines des uns et des autres, et pas du tout au service, disons, de la potentialité qu'ont les pays à se faire la guerre. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord, je crois qu'il faut
Ça veut dire aussi renoncer au mythe du libre-échange et du doux commerce, parce qu'il n'est pas vrai du tout que le libre-échange dérégulé, ça favorise l'harmonie et la paix entre les peuples. Au contraire, aujourd'hui, c'est la porte ouverte à une espèce de guerre économique où on met en conflit un salarié français avec un salarié chinois, de sorte que l'un et l'autre s'empêchent mutuellement de voir leur salaire augmenter et de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Il faut comprendre qu'au contraire, ce sont d'autres indicateurs qu'il faut mettre en œuvre, par exemple l'indicateur du développement humain, et puis on a toute une batterie d'indicateurs très intéressantes aujourd'hui, en particulier qui fait la promotion de la manière dont on peut mesurer la qualité des services que nous nous rendons, ce qui est une autre manière de parler de la qualité des relations humaines. Donc là, il y a un changement de paradigme à opérer. Et puis ensuite, ça veut dire des lieux de négociation politique internationale où on apprendrait à discuter avec nos voisins de manière à mettre en œuvre ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un protectionnisme social, écologique, intelligent. Quand on aura traversé, je suppose, le grand crack qui est devant nous, alors je suis certain que de nouvelles figures vont apparaître d'hommes et de femmes qui voudront porter un vrai projet politique alternatif, fondé précisément sur la non-violence. Actuellement, ils n'ont pas les moyens, ou c'est très difficile en tout cas pour eux, de faire entendre leur voix, parce que nous sommes encore sous la coupe et la tutelle, disons en tout cas de la sphère financière internationale, et en particulier d'un certain nombre de grands acteurs, de grands investisseurs financiers, qui contrôlent et qui d'une certaine manière régissent le tissu social dans lequel nous vivons. Il faut absolument que le corps social puisse se ressaisir la force démocratique qui est la sienne et la faire valoir de manière non violente. Il ne s'agit certainement pas que les banlieues aillent casser la tête des banquiers, mais qu'on puisse entrer en dialogue ensemble à travers des grandes manifestations où le peuple, en particulier les 2/3 des Européens qui ne font pas partie du tiers ultra-éduqué, puissent se faire entendre, voyez, et faire comprendre au tiers éduqué qui a le pouvoir aujourd'hui que la solution n'est certainement pas dans davantage d'austérité budgétaire, plus de libre-échange, plus de compétitivité, parce que ça, c'est la mort de nos sociétés.